Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique. Chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Nous allons nous rendre de l'autre côté de la frontière une nouvelle fois pour parler des élections dominicaines. En effet, malgré coronavirus, malgré Covid-19, les Dominicains se sont rendus aux urnes et ça a été un succès, une grande fête démocratique. Et nous allons avoir du côté de la République dominicaine, Mme Rosa Maria Garcia, qui va nous parler, partager avec nous cette grande fête qu'il y a eu, cette grande célébration qu'il y a eu le 5 juillet dernier. Rosa Maria Garcia, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, merci de m'avoir invité. Dites donc, Rosa Maria, qui est Rosa Maria Garcia? Rosa Maria Garcia est une Dominicaine qui aime beaucoup Haïti et haïtienne de cœur. C'est une Quisqueyenne alors? Vous connaissez bien mon parcours avec votre pays. Pendant un bon moment, nous avons essayé de fortifier les relations commerciales entre la République dominicaine et Haïti, ainsi que créer des liens culturels et d'entraide entre nos deux pays. Et la fameuse phrase que nous sommes dans l'île, l'oiseau de deux ailes, et le mieux que chacun de nous apporte au développement de deux côtés de l'île, le mieux c'est pour toutes. Dis donc, vous n'êtes pas basé à Santo Domingo, pas vrai? Je suis basé à Santo Domingo, mais juste en ce moment où vous faites l'interview, je suis dans le nord. Je suis situé dans le nord. Ok. Mais vous êtes du nord, de Santiago ou de Puerto Plata? Je suis du nord, je suis de Puerto Plata. Ok. Et d'ailleurs, à Puerto Plata, on a déjà reçu nos confrères hôteliers des Cap-Haïtiens pour des réunions et pour présenter leurs hôtels ici dans le nord. Je sais, dans tous les pays comme Haïti, le nord versus le sud ou encore versus l'ouest, est-ce qu'il y a encore cette fierté du nord, pas de Santo Domingo? En effet. Vous savez ce qu'on dit ici dans le nord. Tout a commencé. Ah, le président vient du nord? Le candidat? Pardon? Le candidat. Le président, il est du Cibao. Le président, il est du Cibao. Sa famille est, tant le père comme la mère, le père est d'origine libanais, syrien. Mais ils sont d'origine du Cibao. Donc, disons qu'ils sont du Nord. Très bien. Bon, parlons maintenant de cette fameuse journée du 5 juillet. Et on doit vous dire que nous sommes fiers quand même de voir comment les Dominicains, c'est pas seulement pour Haïti, mais pour la région. Et en dépit de Covid-19, il y a eu cette grande fête. Ceci n'a pas très bien commencé avec ce qui s'est passé en février. Mais 5 juillet, on doit dire, waouh, quel succès, quelle réussite. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est merveilleux de voir la célébration de la démocratie et comment c'est inscrit dans notre DNA, dans notre veine. Hein. Et tout le peuple s'est bougé pour donner leur voix, leur vote de confiance à un nouveau gouvernement. Et cela fait 16 ans que l'ancien gouvernement était au pouvoir. Donc, nous pensons qu'une nouvelle génération et des professionnels nouveaux d'autres régions peuvent donner une vision plus large et plus équilibrée pour le pays. Ça avait mal commencé, je disais, parce que vous vous rappelez, en février, lorsque la Junte centrale électorale, ce que nous, en Haïti, nous appelons notre conseil électoral, n'avait pas trop bien commencé avec les élections législatives. Mais on doit donner... Bon, du côté des Dominicains, quelle note vous donnez à la Junte pour cette séance du 5 juillet? Celle du 5 juillet, c'était la réponse pour que ce qui s'est passé en février ne se passe jamais. Car la démocratie ne peut pas être violente. Ce n'est pas important les bases philosophiques de chacun, mais surtout nos pays de la région devons toujours lutter pour maintenir la démocratie. Et je crois que vous l'avez démontré au reste du monde et surtout que les Dominicains ont voté dans plusieurs États aux États-Unis, ont voté en Espagne, ont voté dans certains autres pays. Ça encore, ça montre que l'exemple que vous donnez, le modèle que vous créez en quelque sorte, même intégrer les Dominicains qui sont à l'extérieur du pays. Il me semble bien que montrer l'amour pour le pays, c'est participer calmement, massivement aux votations. Et c'est ce que vous faites là.
J'ai vu une dame de 80 années qui a décidé, qui votait depuis les années 60, qui a décidé en dépit de Covid-19. Vous savez comment ce groupe est assez menacé. Elle est sortie pour aller voter. Il n'y a pas eu vraiment de violence, comme vous l'avez dit. Ça a été vraiment un exemple donné au reste du monde, je pourrais dire. Cela aussi montre un autre message, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Nous devons tous maintenir les mesures de sécurité, mais on ne peut pas mettre nos pays dans des situations économiques difficiles par la peur. Il faut qu'on aille de l'avant, qu'on mette notre machine économique en marche, et puis avec les mesures de sécurité, certes, mais sans peur. Sans peur. Yeah. Donc, on estime qu'il y avait à peu près plus de 70% de participation. Vous avez le chiffre? En effet, approximativement. Yeah, yeah. Et ensuite, on a commencé le même jour, on a donné les résultats. À partir de 8h30, on donnait les résultats. On n'était pas encore arrivé à 40% que les candidats perdants, dont le parti politique au pouvoir, le président, ils ont appelé pour accepter qu'ils avaient perdu, alors qu'on n'était pas encore à 50% de la proclamation des élections. Cela montre l'esprit, cela montre, à nouveau, je vous réitère, cela montre l'esprit démocratique de nos partis dominicains. Et ce n'est pas facile de quitter les pouvoirs après 16 ans, mais il me semble que c'est la bonne façon de fermer un chapitre et même de se donner la chance pour un retour comme il faut dans le futur, en acceptant le triomphe du parti opposant. Mm-hmm. Analysons un peu la défaite du Parti libéral dominicain, qui est le parti qui a dominé le pays pendant des années. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que le président Medina n'a pas fait un mauvais mandat. Fernandez a créé une classe moyenne. Pourquoi on dit non maintenant à ce parti? Dans les cas antérieurs, vous savez qu'on a eu de cas difficiles de corruption dans notre pays. Dans les cas antérieurs. Et avec le président Medina, il a fait une bonne gestion. Mais il y a une chose, c'est l'usure du pouvoir. Si dans chaque région, on n'a pas voulu changer les dirigeants de notre destin, et nous avons la majorité de la population de notre pays est jeune, et il a une classe moyenne très puissante et très travailleuse qui rencontre beaucoup de difficultés, surtout dues au Covid-19. Et la proposition du parti qui a gagné est que ce sont des professionnels, ce sont des jeunes, des gens qui ont montré à la société leur capacité de gestion. Et surtout, le plus important, c'est que ce sont des nouveaux visages. C'est une usure de pouvoir, en fait. Ce n'est pas parce que le président Medina n'a pas fait une bonne gestion, c'est le fait que le peuple dominicain voulait voir peut-être de nouveaux visages qui donnent plus d'appui sur l'éducation et surtout, on a pu le voir dû à la pandémie, à la santé. Mm-hmm. Car la santé, on a pu voir mondialement l'importance de promouvoir le bien-être de nos citoyens, le bien-être des médecins et de la classe médicale. Et cela n'a pas été vraiment fait au point plus strict de la parole. Disons, on n'a pas fait le plus grand travail pour améliorer la situation des médecins et améliorer les conditions médicales. Néanmoins, qu'ils avaient fait quand même beaucoup d'amélioration des infrastructures hospitalières, mais ce n'était pas suffisant. Donc, en tant que Dominicaine et d'une simple voix, le fait d'avoir des gens du CIBAO, le CIBAO aussi, une autre chose, c'est que le CIBAO avait été délaissé par les partis au pouvoir. Les grandes entreprises dominicaines proviennent du CIBAO. Et c'est une population pragmatique, travailleuse,
qui foncent toujours pour donner le mieux pour leur pays, pour leurs citoyens. Et on sentait que notre voix n'était pas entendue. Non, pas dans les Cibao, et ce n'était pas entendu le Nord non plus. Donc, l'exemple est que des 84 000 chambres hôtelières, la majorité sont dans les Sud. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas une volonté de développement dans le Nord, mais on n'a pas eu suffisamment de support dans l'infrastructure et aussi dans la promotion touristique à l'extérieur de notre pays. Et cela a eu des conséquences dans les urnes. Peut-on parler du clan Santiago Puerto Plata versus le plan Romana Punta Cana? Vous savez, le soleil brille pour tout le monde. Il faut que tout le monde puisse avoir accès à travailler, à se développer correctement. Quand il y a un sentiment que notre voix n'est pas entendue, par exemple, le fameux port de Manzanillo, je ne le connais pas beaucoup parce que ce n'est pas ma spécialité. Moi, je suis plutôt versée vers le tourisme et l'agriculture. Mais pensons à tous ces producteurs de la région Cibao, près d'Ajabón, ils viennent, ça fait longtemps qu'ils ont demandé la construction du port de Manzanillo afin de pouvoir exporter leurs bananes organiques vers l'Europe ainsi que vers les États-Unis. Et ça a traîné pendant 16 ans, c'est quand même beaucoup, pour ne pas avoir en effet une réponse concrète. Dans les points de vue touristiques, nous avons poussé beaucoup la création du tourisme binational, surtout avec nos confrères du Nord, des Cap-Haïtiens qui sont ceux qui sont venus vers la Chambre, nous ont approchés et ils ont dit essayons de pousser le tourisme binational. On a fait des propositions d'éliminer des taxes, que ce soit pas cher, l'accès, le tourisme surtout dominicain, parce qu'il faut commencer à donner la confiance. On amène le tourisme dominicain vers ces beautés qu'offre le Nord. Prêt au tourisme international. Donc on disait, c'est bien d'éliminer les taxes afin que ce ne soit pas aussi coûteux pour un touriste moyen d'aller visiter la frontière. Et cela aurait donné aussi une ouverture à connaître nos frères haïtiens. Parce que beaucoup de difficultés qui se posent entre nos deux pays, c'est par méconnaissance. C'est pour ça que je vous dis que je suis haïtienne du cœur. Parce que quand je suis arrivée en Haïti la première fois, je pensais, comme tous les Dominicains, peut-être qu'il ne faut pas bien me recevoir. Et j'étais reçue avec les bras ouverts. Et vraiment, vous avez volé mon cœur. J'aime votre pays, j'adore votre pays. Et vous avez beaucoup de potentiel dans le tourisme et dans la production. Et je suis sûre que si nous pouvons parler avec le nouveau gouvernement en créant des joint ventures, en sollicitant de certaines exemptions d'impôts pour les produits haïtiens vers la République dominicaine, ça peut donner un dialogue beaucoup plus relax de deux côtés de l'île, n'est-ce pas? C'est ça. Nous devons nous aimer, nous devons nous entendre, nous devons nous comprendre et nous devons nous entraider. Merci pour ce conseil. Donc, et maintenant, pour terminer avec cette première partie, est-ce qu'on peut dire que ces deux facteurs, selon certains analystes politiques dominicains, la classe moyenne qui a été créée par le PLD avec Fernandez et qui est devenue très autonome, très indépendante sur le plan financier, et également tout ce qu'il y a eu comme haine, on pourrait dire, entre Léonel Fernandez et Danilo, qui a provoqué l'éclatement du parti. Est-ce que ce sont les deux facteurs qui ont permis à Abinader, avec son jeune parti, de gagner les élections, mais surtout de passer dès le premier tour? Parce que ça ne se fait pas en général, on a un deuxième tour dans les élections dominicaines. Je n'appellerai pas haine, mais les Dominicains, la classe moyenne, a ses valeurs, vous savez, ces valeurs qui sont basées dans la chrétienté. Et les problèmes de la corruption dominicaine et de ne pas punir la corruption, ça a fait une tollée sur un gouvernement qui était quand même qui a opéré bien, mais ils n'ont pas su répondre aux demandes de la classe moyenne. Et
dans chaque pays, la classe moyenne doit être entendue. Et ses besoins, et les petites entreprises étaient trop chargées d'impôts et manque d'incentives pour pouvoir avancer, vous voyez, pouvoir avancer et développer encore plus notre économie. Et je ne pense pas que ce soit la haine. C'est l'envie une précision pour toi, Osamaria. Une voix fraîche. Osamaria, la haine, je ne parlais pas de la classe moyenne, mais je parlais entre eux, les deux leaders qui étaient des partenaires. Je parle de Danilo et Fernandez, qui à la fin, vous avez vu. Ah, en effet, excusez-moi, oui. Je n'avais pas bien saisi. Oui, vous savez, je pense que quand on sert le pays, quand on sert nos citoyens, on doit mettre toujours les égaux de côté. Je pense que vraiment, les égaux de ces deux-là étaient un petit peu trop. Et ils ont vraiment éclaté le parti qui a perdu vraiment cette guerre. Parce que si on totalise les deux, ils étaient au plus de 45%. Donc, en ce sens, s'il n'y avait pas cet éclatement du parti, du PLD, et on aurait pu avoir un second tour quand même dans les élections dominicaines. Oui, mais il faut savoir qu'internationalement, sur le côté, on va dire, mondial, l'alternance est la vraie démocratie. Et 16 ans au pouvoir, il me semble bien que c'était bien. Ouais. Et maintenant, c'est l'opportunité pour une nouvelle classe moyenne qui se fortifie, la classe provinciale, qui travaille dur et qui est pas nécessairement unie par un idéal politique, quoi que ce soit, mais simplement l'envie de travailler et d'aller devant. Comme je vous dis, on sentait qu'on n'était pas très entendus dans les provinces. Vous avez bien dit, un air frais, un cycle nouveau qui va souffler sur la République dominicaine. On va prendre une pause, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Nous sommes en direct de Santo Domingo avec Osamaria Garcia. Nous analysons le grand succès que les Dominicains ont connu lors des dernières élections législatives et présidentielles. Bipiti 50 000 gouttes, 7% à bon petit temps pour bénéficier 7% obligé. Allez, oh, Carole, sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas de temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH. On entend parler de obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Dès pour petit 50 000 gouttes, pour mettre l'obligation BRH, cap rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année? Ça bon net oui. Et puis son petit dollar m't'a pas lâché pour me serrer oui Fanny. Ah, pas jouer nos marchés. Qui a fait acheter de la série ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc pas de perdu nos marchés. D'ailleurs, c'est renouvelé l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis qui compte exactement m'a besoin de produit ça? Ou a besoin dans toute banque yo, à toute coopérative qui dans fédération yo, à dans l'autre institution financière yo. Eh bien, à obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin parler Carole, malé. Kounia, il y a plus avantage toujours l'entrée dans l'obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si vous faites une année dans l'obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettez. Vous avez 1000 raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profin. Commencez à investir à partir de $1000 ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profin aujourd'hui même. Contactez-nous, placement@groupeprofin.com, 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Les campés dans côté, la défense intérêt, la fête à faire marcher, toujours Jean ou tablé, ou
performance, passer le bas performance, wap satisfait sans mode, love c'est client Sogebank. Sogebank, toujours bas côté mes amis. Sogebank, toujours bas côté, Sogebank, toujours bas côté mes amis. Sogebank, toujours bas côté, Sogebank. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h et sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Nous sommes encore en République dominicaine cette semaine, ce pays qui a connu un grand succès avec les élections présidentielles et législatives, un nouveau président dès le premier tour et nous avons une invitée spéciale, Madame Rosa Maria Garcia, qui est dominicaine mais qui aime dire qu'elle est haïtienne également, donc on déclare qu'elle est quisquéenne. Rosa Maria Garcia. Et on a analysé au cours de la première partie de l'émission et ce qui s'est passé, cette grande fête démocratique. Mais il n'y a pas eu que les présidentielles, il y a également la législative. Donc, dites-nous, est-ce que le PRM, ce nouveau parti de moins de 10 ans, comment ils ont pu gagner, rafler tout ça? Maintenant, ils ont la majorité également au niveau du Sénat et à la Chambre basse? Deux raisons. Tout d'abord, ce qui s'est passé en février a créé une opinion très négative envers le pouvoir antérieur. Les gens ont eu peur pour que la démocratie ne marche pas bien. Et donc, ça a causé une tollée sur eux, tout d'abord. Ensuite, l'Église a joué un rôle très important dans l'élection du nouveau pouvoir, et car, étant donné que la vice-présidente travaillait pour l'université, la Pontifice Université catholique, qui est où tous les confessionnels du Cibao se préparent et se forment pour faire un meilleur pays. Et donc, l'Église a donné un vote de confiance, a suggéré déjà d'aller voter, tout d'abord, et ensuite a suggéré qu'on vote avec notre conscience. Donc, quand on voit une personne qui a été recteur de l'université et qui a fait un extraordinaire travail auprès de l'université, je pense que de tous bords, soit à droite, soit à la gauche, ou soit les secteurs professionnels, les secteurs religieux, a donné un vote de confiance au nouveau parti. Ensuite, la représentation du parti avait des gens de Santo Domingo autour de la province. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la province se sentait délaissée et pas assez écoutée. Donc, le fait d'avoir deux représentants, deux candidats à la présidence, un d'origine cibaénien, mais capitaléen quand même, de la capitale, donc il connaît bien les besoins de chaque côté autant de Santo Domingo, la capitale, la métropole, comme les provinces, les besoins de la province. Et puis ensuite, notre vice-présidente, qui est du Cibao et qui a travaillé pour la Pontifice Université, et l'ancien candidat au sénateur, qui était Palissa, qui représente Porto Plata et qui est ami de toutes les familles de travail du Nord. Donc, les familles de travail du Nord se voient appuyées par la présence de ces jeunes politiciens qui défendent les intérêts du Nord. Mm-hmm. Donc, je pense que ce qui sera intéressant, ce sera que nous aussi, nous développons comme le Sud. Car nous sommes tous des Dominicains. Donc, ce qu'il faut créer, c'est créer des emplois partout. C'est que nos citoyens aient la sécurité, que nos citoyens aient l'opportunité de travailler et de développer notre pays le plus possible économiquement afin de donner le bien-être à notre peuple. Je vois qu'il y a un souci de décentralisation de la façon dont vous parlez du Nord, de Cibao,
Donc il y a eu peut-être une concentration peut-être trop au niveau de la province de Santo Domingo. Donc vous voulez cette décentralisation. Donc l'Église, la jeunesse et de jeunes professionnels, tout ça a joué en faveur, je pourrais dire, de ce jeune parti, le PRM, qui a moins de 10 ans et qui a gagné cette bataille. Et dites donc maintenant, en effet. Et qu'est-ce qui va se passer avec également cette innocence, cette naïveté? Parce que ils vont faire face à de grands défis en quelque sorte. L'après-Covid, et je suis sûr, après chaque élection en République dominicaine, vous avez une masse de déficits budgétaires. C'est un pays qui a ses problèmes également. Il va y avoir de grands défis économiques pour ce jeune président qui n'a que 52 ans et qui ne connaît pas les rouages politiques comme ça se fait en République dominicaine. Quand le PRD, et le PRSC, le PLD, ils vont avoir affaire aux anciens codillos quand même. J'en suis sûr que le président sera guidé par la sagesse. En tout cas, la République dominicaine, le secteur empresarial, les jeunes ont confiance qu'ils vont faire un bon travail. Car ils s'étaient votés pour ça. Et ils seront sous observation pour leur travail. Un geste qu'il a fait, c'est déjà il a enlevé les bureaux de la première dame. Cela va commencer à diminuer ces trains bureaucratiques qui est énorme dans notre pays. Ça, c'était un très bon geste, car autant sa femme est une excellente professionnelle et une excellente mère, tel qu'elle a dit, le peuple a élu mon mari pour diriger. Nous espérons en tant que dominicains que la sagesse et l'équilibre va les guider dans chaque décision qu'il va prendre. Il est un bon leader, est un leader qui se fait accompagner par des experts. Et il en a eu suffisamment de défaites pour savourer ce que c'était la défaite. Il a eu le temps, pendant ces 10 années, de se préparer, d'avoir de bons conseillers. Et j'en suis sûre que s'il est préparé pour prendre les reins de la direction de la République dominicaine. Et 4 ans, il a 4 ans pour nous le prouver. C'est ça. Il faut souligner également l'émergence des femmes dans ces élections. Il y a eu 3 candidates à la vice-présidence. La fameuse Margarita, Raquel, et la 3e, c'était qui pour Léonel? Donc, comment les femmes ont pu émerger quand maintenant les femmes se retrouvent au premier lieu sur la scène politique de C'est très important. C'est très important. Vous savez, nous sommes tous des mères. Tout d'abord, nous sommes des mères. Et en République dominicaine, il y a les facteurs que cette génération, la mienne, j'ai 54 ans, nous avons toutes déjà nous sommes toutes formées et nous avons toutes dû travailler pour nous occuper de nos enfants économiquement. Donc il y a une grande population dominicaine, des femmes dominicaines qui travaillent, qui luttent chaque jour pour faire un meilleur pays, s'occuper de sa famille et pour rapporter dans les cas où elles sont mariées ou en famille, pour rapporter pour leur famille. Donc, je suis 100% d'accord écoutez bien, 100% d'accord à l'opportunité des femmes dans le pouvoir, autant nous avons déjà notre opportunité dans le travail. Jusque-là arrive mon accord. Pourquoi Margarita n'a pas été choisie par Danilo pour porter les couleurs du parti aux élections présidentielles? Est-ce que ça n'aurait pas donné un avantage quand même au PLD? Ils auraient pu quand même, au niveau du parti, contrôler Léonel, parce que je ne voyais pas Léonel quand même aller face à sa femme. Est-ce qu'il y a une erreur tactique de Danilo d'aller avec Gonzalo, qui n'était pas aussi populaire, qui n'était pas un bon candidat? Est-ce que le PLD maintenant doit se dire on a commis des erreurs? En effet,
Et il me semble bien qu'ils doivent faire un mea culpa et analyser leurs décisions. Il y a eu beaucoup de propositions. Vous savez, quand on est dehors du gouvernement et on peut observer la politique et son intrigue du lys, il y a plein de candidats dans le PLD qui étaient très capables pour se présenter à la présidence. Et néanmoins, ça a été choisi par le doigt. Et c'est bien dommage parce qu'il y a des gens très préparés, avec beaucoup d'expérience, du Cibao aussi, qui auraient pu être les candidats et auraient eu beaucoup plus de popularité. Mais 16 ans au pouvoir, parfois, obnubilent un petit peu la vision de ce qui doit se faire dans le pays. Donc, ils vont avoir du temps pour réfléchir, de faire leur mea culpa, se réorganiser et donner la chance à des candidats nouveaux dans chaque région et aussi pour les prochains présidentiels dans 4 ans. Donc, ils auront le temps pour se préparer, comme a fait le PRM, de se préparer pendant 10 ans pour présenter des candidats qui sont exceptionnels. Donc, ils vont apprendre la leçon de la défaite, ce qui s'est passé, en quelque sorte. Et on parlait des femmes. Pardon? Ils vont apprendre de la défaite quand même. Bon, c'est ça la démocratie, c'est vous perdez, allez vous préparer en quelque sorte. Et je persiste encore du côté des femmes. Il y a cette jeune dame, la fille d'Hippolyte Omeia, qui est devenue maintenant la mairesse de Santo Domingo, qui est une position extrêmement importante. Est-ce que votre génération a décidé de dire « Ok, on y va avec les hommes, on va se battre » Et c'est Carolina qui s'appelle? C'est celle qui est la mairesse. Carolina, oui. Carolina. Oui. Yep. La fille de Hipólito. C'est ça. Elle a un avenir politique également? Pardon? Elle a un grand avenir politique puisqu'elle va être la mairesse de Santo Domingo. En effet, complètement. Et il me semble que c'est une très bonne idée de se proposer comme maire de Santo Domingo parce que c'est un travail très dur. Et l'expérience du père, un monsieur dont je porte beaucoup de respect, cela va lui donner l'expérience de gérer là où il y a la concentration de population la plus forte du pays. Donc, pour moi, elle a un avenir présidentiel, évidemment, dans les prochaines 4 années. Elle pourrait être une parfaite candidate si elle fait bien son travail. L'ancien maire de Santo Domingo, David Collado, on parlait de lui également. Il est de quel parti? Est-ce qu'il va y avoir un avenir politique? Il est assez jeune comme ça. David Collado s'est présenté comme candidat du PRM. Et il a fait un travail extraordinaire où il a développé le tourisme de Santo Domingo d'une façon exceptionnelle. Il a changé complètement la vision de la zone coloniale. Il a fait beaucoup de travail dans tous les parcs. Il a travaillé pour donner le succès au PRM. Et je crois que le PRM doit reconnaître l'apport que M. Collado a donné pendant ces 4 ans, parce que c'était le visage du PRM pendant ces 4 ans. Donc, le fait d'avoir fait un bon travail a donné une vote de confiance aux professionnels pour voter pour le PRM. Maintenant, qu'est-ce qui reste sur la table? Nous avons maintenant le PRM qui est le premier parti actuellement. Le PLD sera le second parti, se déclare déjà comme chef de l'opposition. J'ai vu Montas en parler. Et qu'est-ce qui reste maintenant du PRD? PRSC, ce sont les pires scores qu'ils ont eus dans les élections dominicaines. C'est fini pour eux? Vous savez, qu'est-ce qui a fait que le parti PRM gagne? De nouveaux visages. Et beaucoup de vieux partis dont nous étions tous traditionnellement fait part, ils ont voulu maintenir le même visage, le même genre, la même idéologie, et n'ont pas donné des propositions concrètes à la population. Vous voyez que David Collado, que vous avez demandé, était un homme jeune, et il a montré ce que la population jeune peut donner au pays. Je pense qu'il faut renouveler la classe politique et donner la chance déjà aux grands arbres,
leur donner la place, bien sûr, parce qu'ils sont toujours la sagesse, mais donner la chance à une nouvelle classe qui dirige et qui apporte cette fraîcheur et cet élan surtout de développement pour le bien-être de nos citoyens. Forza del Pueblo, avec Léonel Fernandez, est-ce que ça n'a pas d'avenir? Est-ce que Léonel, comme vous parlez de jeunes, il est de moins en moins jeune, plus de 65 ans maintenant, est-ce que ça a été un coup et c'est fini? Je ne pense pas. Léonel Fernandez est un président qui a beaucoup d'expérience. Il a une expérience d'État et une capacité d'expression extraordinaire. Mais il faut se débarrasser de certaines personnes qui sont autour de lui pour pouvoir donner vraiment une image de renouvellement. L'expérience, la sagesse doit s'imposer et le peuple voit. Et vous savez, les agissements de certains membres de son parti, cela n'implique pas que M. Fernandez était dedans, mais quand vous êtes dans les besoins et que vous êtes dans des difficultés, vous voyez qu'il y a des obscénités, la façon dont les gens montrent l'argent ici mal eu, et la réponse a été donnée dans les urnes. C'est bien ça. C'est notre seul moyen de dire. Oui, le peuple a voté, a choisi, il n'a pas le choix, c'est la démocratie. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Nous avons vraiment une invitée de marque, Rosa Maria Garcia, qui nous fait bien comprendre ce qui se passe en République dominicaine, comment la démocratie, comment les partis politiques, c'est très vivant. Et on va prendre la pause pour arriver avec la troisième et la dernière partie de l'émission. Mettez pour mettre, pipiti 50 000 gouttes. 7% à bon petit temps, pour bénéficier 7% obligé. Allez, Carole, sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. On entend parler de obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Dès pour pipiti 50 000 gouttes, ou qu'à mettre l'obligation BRH, cap rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année? Ça bon net, oui. Et bien, son petit dollar, je vais l'acheter pour me serrer, oui, Fanny. Ah, t'as joué nos marchés. Qui a fait acheter de la série ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc, pas de perdu nos marchés. D'ailleurs, c'est renouvelé l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis, qui compte exactement ma jeune produit ça? Vous avez joué dans toute banque, à toute coopérative, qui dans la fédération, et dans l'autre institution financière. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou pin pas les Carole, malé. Kounia, il y a plus avantage toujours l'entrée dans l'obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si vous faites une année dans l'obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettre. Vous avez 1000 raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profine. Commencez à investir à partir de 1 000 $ ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profine aujourd'hui même. Contactez-nous, placement@groupeprofine.com, 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Les campés à côté, la défense intérêt, la fais à faire marcher, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mode, lorsque client Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank.
Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h et sur Télémétropole, le rendez-vous économique chaque dimanche soir 7h. Une émission bien spéciale après la fête démocratique, le carnaval démocratique qu'ils ont connu en République dominicaine. Nous avons une invitée de marque, Rosa Maria Garcia, qui nous fait vivre exactement ce qui se passe dans ce pays. Cette dynamique démocratique, les partis politiques qui bougent, cette jeunesse et la compétence, et ça vraiment devrait représenter un modèle pour nous en Haïti, et pas seulement Haïti, mais au niveau de la région de l'Amérique latine et de la Caraïbe. Rosa Maria, on parlait des partis politiques. Qu'est-ce qu'on va faire avec les Fernandez, les Meïa, les Danilo? Est-ce qu'ils vont servir comme des pères de la patrie pour dire aux jeunes, voilà comment y aller? Est-ce que vous pensez qu'ils vont jouer ce rôle? On sait que Hippolito a eu vraiment un grand geste en disant au jeune Abinader, allez-y après la défaite qu'il y a eue. Fernandez a préféré laisser son parti. Qu'est-ce que vous voyez? Quel rôle qu'ils vont jouer pour ces jeunes qui arrivent avec toute cette dynamique? C'est le temps de réflexion. C'est le temps de réflexion. Comme vous avez dit, M. Hipólito Mejía a bien supporté le candidat gagnant, et a bien supporté sa fille, et n'oublions jamais qu'il a une partie de la population qu'il apprécie beaucoup, parce qu'il est un vrai Dominicain qui supporte ces gens. Et comme vous dites, ce sont des pères de la patrie, des gens qui vont être des conseillers, des gens qui vont aider cette nouvelle classe politique qui avance. En tant que Danilo et Lionel Fernandez, il faudrait voir quelles sont ses ambitions politiques. Ils ont déjà la connaissance du pouvoir, ils ont l'expérience d'homme d'État, et cela est toujours bon pour le pays, pour le futur, ou en tant que coach pour les prochains candidats, ou peut-être ils pourront pouvoir se présenter à nouveau. Mais je pense que, tel que vous avez dit, être les guides pour de nouveaux candidats serait la place la mieux placée pour eux. Car notre île a une population très jeune et qui doit vraiment rentrer dans les trains de la modernité technologique pour ne pas rester en arrière. On doit former nos jeunes et on doit les accompagner pour pouvoir avoir une meilleure vie, meilleures conditions de vie, pour pouvoir être au niveau global du monde et pouvoir participer dans les bien-être qui peut se produire avec nos terres, avec l'exportation, avec l'industrie, avec le service, avec le tourisme. Donc, je pense que leur place devrait être de conseiller, mais ce n'est pas à moi de dire. Ça, c'est eux qui doivent prendre leurs décisions. Certainement. Et 3 priorités selon le nouveau président élu. D'abord, mettre fin à Covid-19, car ça a fait des dégâts énormes. Vous êtes à plus de 40 000 cas en République dominicaine et vous vous approchez de 1000 morts, ce qui est nettement supérieur à Haïti pour le moment. L'économie, vous savez que c'est une économie qui avait une croissance de 6% au cours des 4 dernières années. C'est la première fois qu'en République dominicaine, vous allez connaître un taux de croissance aussi faible, et même on parle d'une croissance négative pour 2020. Et il a promis plus de 600 000 nouveaux emplois. Et finalement, l'éducation, encore un point. Il en a bénéficié de toute sa vie. Donc voilà 3 éléments fondamentaux pour Abinader. Mais j'ajouterai pour toi, pour l'analyse, la corruption. C'est Van, c'est Fueron Aurora. Maintenant, qu'il s'en aille, c'était bien le slogan qu'il a vendu. Il ne pourra pas s'en passer de la corruption, et certains, particulièrement les jeunes, vont vouloir qu'il y ait des gens en prison au cours de l'administration Abinader. Qu'est-ce que vous en pensez pour ce que vous donnez? Il me semble que le gouvernement Abinader doit se concentrer dans la gestion du pays et laisser à la justice faire son coup.
La Cour de la justice doit être indépendante et faire son travail. Mais le gouvernement doit se concentrer à redresser économiquement le pays, car cela ne va pas vraiment Je pense qu'il faut se concentrer à administrer le pays et avancer dans les sujets qu'on doit moderniser. Et la justice qui s'en charge de ce travail. Est-ce que la justice dominicaine est assez indépendante, est assez compétente pour poursuivre le scandale d'Odebrecht et Punta Catalina? Nous avons un congrès qui a été renouvelé. Donc, ayons confiance que le nouveau congrès va avoir la vision éthique de choisir des citoyens indépendants pour se charger de la justice. Donc, vous faites confiance à votre justice pour que ce qui a été s'est passé pendant les administrations de PLD, particulièrement l'Odebrecht, le scandale Punta Catalina, est-ce que Mancha Verde va se réveiller? Est-ce qu'on va avoir de nouvelles pressions sur ce jeune gouvernement, sur ce jeune président? Je vais vous dire une chose. À un moment, en marchant dans ma voiture l'autre jour, j'écoutais une voix très positive. Il disait, oh, mais quel beau message. Ici, les Dominicains, nous sommes des gens travailleurs. Il me semble bien que cette technique politique de se concentrer dans les erreurs du passé, je vous ai dit, on doit la passer à la justice. Le gouvernement doit se concentrer à donner une image de progrès, de positivité et de... Ce n'est pas ça le rôle, ça c'est le rôle de la justice. Et dans le cas que la justice ne marche pas, on a un congrès qui peut parfaitement équilibrer et les joueurs importants de notre système judiciaire et donner une réponse au peuple. Mais moi, je pense que le peuple veut surtout écouter sécurité, progrès, développement, surtout dans nos régions. C'est ça. Nous allons terminer l'émission avec Haïti, bien sûr, puisque vous êtes une Kiskéenne, avec votre cœur grand pour Haïti. Dites-nous, dans le programme d'Abinader, il paraît qu'il y avait une partie bien spécifique sur Haïti. Vous êtes au courant? Vous répétez la question, s'il vous plaît. Je voulais dire, dans le programme d'Abinader, c'est l'un des candidats qui avait quelque chose de bien spécifique sur les relations haïtiano-dominicaines. Je voulais savoir, est-ce que vous êtes au courant de ce programme? Vous êtes parti concernant Haïti. Je vais vous dire une chose. La vérité, je ne suis pas au courant du programme qui sont pour Haïti. OK. Humblement, je peux vous dire 3 petits points que je pense qu'ils sont très importants pour qu'on équilibre nos relations haïtiano-dominicaines le plus possible. Les sujets migratoires, il faut qu'on crée la commission, qu'on réactive la commission binationale, très important. Deuxièmement, le fait que Haïti est notre plus grand client commercial, j'en suis sûre que la présidence actuelle, le nouveau gouvernement, peut-être si on pouvait suggérer de faire un geste d'exemption d'impôts aux produits haïtiens, même si ce n'est pas, retourné, n'est-ce pas? Mais qu'il y ait une exemption de cet impôt des produits haïtiens afin de faire un geste de bonne volonté vers notre pays. Et j'en suis sûre qu'on peut proposer la création des entreprises binationales, des joint ventures qui puissent apporter des connaissances, beaucoup d'années d'expérience dans la production agricole. Maintenant, vous de la partie du Nord, et vous allez mettre la pression sur le président pour renforcer les relations avec toute la zone nord-est, nord, puisque je suis sûr que dans le passé, vous avez fait ce travail-là. Est-ce que c'est une occasion, est-ce que c'est un bon timing pour développer
cette partie stratégique, puisqu'il y a un aéroport international au Cap-Haïtien, Puerto Plata en a, Santiago. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous allez mijoter de votre côté de cette chambre régionale pour renforcer les relations, tout au moins, avec le Grand Nord d'Haïti? Il me semble bien que cela doit être à niveau national, parce que vous savez que notre plus gros marché se trouve dans le sud. Et évidemment, moi provenant du nord, je pense qu'il faudrait qu'on continue à pousser, à créer des lois plus étroites commercialement entre notre région. Tel qu'avait dit, me semble bien, M. Farrell dans notre interview, nous sommes 20 millions de personnes dans l'île. Si nous créons des... Je pense qu'il faut que surtout qu'on soit pragmatique. Et on doit développer les relations du Sud, c'est important. Et on doit développer les relations du Sud. Un peu de mots, c'est nous asseoir dans la table de négociation, dans la commission binationale, et faire des points précis et nous coller à ces points précis pour créer le développement de notre pays et les relations commerciales et culturelles de notre pays. Pas seulement dans le Nord. Moi, je pense qu'il faut que ce soit un élan dans les relations haïtiano-dominicaines. Mais cette commission mixte, comme vous savez, n'a pas été réanimée durant l'administration de Danilo. Est-ce que vous pensez qu'Abinader pourrait rapidement y penser? On a cité le nom, je crois, de M. Arroyo, qui pourrait être le prochain ministre des Affaires étrangères. Est-ce qu'il a des sensibilités pour voir l'espace insulaire, puisque j'en suis sûr aujourd'hui, vous n'allez pas compter sur le tourisme pour les prochains mois, même l'année prochaine. Et l'économie haïtienne en souffre depuis 2 ans. Donc, vous avez besoin quand même de relancer votre économie localement et au niveau de l'île. Qu'est-ce que vous proposez? Je pense que c'est une opportunité pour créer des nouveaux marchés. Et cela nous a mis dans la crude réalité qu'on ne peut pas subsister que du tourisme. L'exportation doit être notre moteur d'action. Et si nous pouvons travailler avec Haïti en même temps dans l'exportation des produits tropicaux vers le marché international, ça pourrait créer des nouvelles opportunités, tant pour vous comme pour nous, parce que, évidemment, on est tous frappés de plein fouet de la situation économique mondiale. Donc, pousser l'exportation, pas seulement vers Haïti, mais au point de vue international, et avec Haïti, et créer des entreprises mixtes, des capitales mixtes, afin d'échanger, à nouveau, comme je vous dis, l'expérience de beaucoup d'années dans le secteur agricole dominicain. Et je pense que ce serait des grands portraits pour nous, ce serait merveilleux qu'on puisse travailler ensemble pour pouvoir augmenter les exportations vers l'extérieur de l'île. En fait, la période post-Covid, on devrait changer de comportement des deux côtés de l'île. Les leaders politiques, économiques, sociaux doivent bien comprendre l'intégration de certaines chaînes de valeur au niveau agricole, comme vous en parlez. Et également, il faut avoir de nouvelles relations sur le plan sanitaire. Car regardez, on représente un danger pour les Dominicains représentent un danger pour nous. Donc, il faudra qu'il y ait une commission mixte au niveau sanitaire. Il peut y avoir de nouveaux virus. Je crois que ça devrait être le dialogue beaucoup plus profond et non simplement économique et commercial, mais cette intégration de l'île, 20 millions sur cet espace, comment vivre mieux? Car si les Dominicains continuent à évoluer bien sur le plan économique et qu'Haïti reste dans cet état, le principe des vases communicants, ça posera un problème pour les deux parties. En effet, en effet. Et comme vous avez dit, des communications sanitaires, bien sûr, en gardant, je dis, le pied sur la terre, hein, parce que je ne suis pas du tout d'accord à promouvoir la peur, mais la sagesse. Car
beaucoup de pays ont utilisé l'immunité collective. Je pense que nous, le voulons-nous ou pas, nous utilisons l'immunité collective. Et à la fin, je pense que c'est ce qui va être le mieux pour nos deux pays. Il doit y avoir une commission sanitaire, évidemment, mais ça, c'est là avec les autres points qui sont très importants à discuter entre nos deux pays. Je disais qu'après les élections générales qu'il y a eu cette année en 2020 en République dominicaine, et vous allez vous retrouver avec un système immunitaire beaucoup plus solide pour post-Covid, parce que vous avez mis de côté tout ce qu'il y a eu comme rancœur politique. Maintenant, le pays est, je ne dirais pas unifié, mais quand même, vous allez mieux affronter les difficultés qu'il y aura après post-Covid. Ce n'est pas le cas malheureusement pour Haïti, puisque nous n'avons pas un parlement, il y a des problèmes au niveau municipal, et les élections présidentielles, on ne sait pas quand est-ce qu'on va avoir. Donc là encore, il faudra que l'on puisse mettre de l'ordre dans la maison pour que cet oiseau puisse voler des deux côtés avec deux ailes solides. Donc, comment vous voyez tout ça? Comment vous voyez Haïti aujourd'hui en République dominicaine? Comment vous pense vivez? que nous devons tous, les Haïtiens de cœur et les Haïtiens, lutter pour la stabilité politique du pays. La stabilité politique et promouvoir la sécurité juridique. Parce que notre succès, c'est mon humble opinion, notre succès en République dominicaine a été une ouverture à l'investissement étranger. Et quand on est ouvert à l'investissement étranger, on doit leur donner les bases dont ils ont besoin. C'est la sécurité juridique et la stabilité politique. Je pense que nous, tous qui aimons Haïti, devons faire un effort de donner la stabilité au pays. Et c'est mon humble point de vue. Peut-être que je me trompe. Mais pour terminer, Rosa Maria. Pour moi, on doit penser pas tellement intellectuellement ou économiquement, mais c'est le bien-être de notre cher Haïti. C'est le bien-être du peuple, c'est le bien-être des jeunes, c'est le bien-être de la société. L'éducation, la santé, comment on peut le donner et laisser de côté toute promotion qui ne soit pas dans le bien-être de la société. C'est ça. Mais pour le faire, il faut avoir des institutions solides et vous renforcer vos institutions de manière régulière. Vous venez de le faire. Terminons avec la dernière question. Comment vous, Dominicains, vous vous sentez une semaine après le 5 juillet? Est-ce que il y a un sentiment de fierté de ce qui s'est passé dimanche dernier en République dominicaine? Oui. Il me semble bien que le peuple est tout tranquille et les gens sont contents du résultat. Maintenant, à travailler. Vamos a trabajar. Exact. Merci beaucoup, Rosa Maria Garcia. Ça a été un plaisir. Merci de m'avoir invité. J'espère que Covid prendra fin et que vous pouvez revenir en Haïti. On peut voyager chez vous également, qu'il y aura une nouvelle ère avec ce nouveau gouvernement et Haïti. Je l'espère fortement que ce siècle, on va voir les changements et transformations d'Haïti pour le bien. Merci bien. Qu'est-ce qu'il y a de ton état? Voilà, chers amis, c'était Rosa Maria Garcia qui a fait vraiment une très bonne présentation pour nous sur la situation sociale, politique, économique en République dominicaine et comment elle voudrait voir Haïti et la République dominicaine se renforcer pour que cette île, nous puissions prospérer ensemble. Ciao, à la semaine prochaine.